Ousmane Kane a indiqué être porteur d'un message spécifique du président de la République Mohamed Cheikh El Ghazouani aux communautés de Dar el Baqa. Chers amis, bienvenue dans Opinion, je m'appelle Tanoum Lele et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Avant de commencer, chers Mauritaniens, je vous demande d'arrêter de télécharger nos vidéos pour les mettre ailleurs. Celui qui télécharge et celui qui partage la vidéo téléchargée sont tous des voleurs. Donc à ceux qui téléchargent et ceux qui partagent, miyarlaki miyafaki adunailaka. Voilà, comme ça c'est dit. Alors abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification pour être averti de la sortie de nos vidéos et vous n'avez pas besoin de dépendre de petits voleurs du travail des autres. D'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo sur la culture du vol et notre culture en Mauritanie. Revenons à notre cher ministre économique, M. Kane. En fait, M. Kane est arrivé comme un petit notable employé d'un gouvernement colonial, un peu comme un administrateur colonial jadis, sauf qu'il portait un beau boubou blanc qui peut nourrir tout le village pendant une semaine. Et il avait un message pour les paysans et citoyens mauritaniens qui sûrement ne parlent pas français pour la plupart. Il était assis entouré de toute la crème de collaborateurs de longue date. Ils sont là assis depuis 1000 ans, ils ne résolvent rien, ils ne servent à rien, à croire que ce qui les intéresse c'est juste d'être là. Il a d'abord parlé en français, un message destiné à des paysans qui parlent poulard. Lui-même est un poulard, ses collègues qui sont venus avec lui connaissent le dossier. Mais il a fait son discours en français d'abord. Peut-être qu'il ne voulait pas mettre mal à l'aise ses collègues arabo-mauritaniens et que c'est la même qui lui reproche de ne pas parler arabe, leur propre langue. Je me demande qu'est-ce qui était important dans l'histoire, respecter ses administrés ou ses collègues, d'autant plus que ses collègues connaissent probablement le contenu du dossier. Mais bref, puis le message n'était pas pour eux mais pour les paysans et c'est du mépris caractérisé et ça c'est mon avis, maintenant que chacun se fasse ses hamdoullah dans son cœur. Il a annoncé la perspective d'une nouvelle politique agricole adossée à une réforme foncière. Ainsi, le gouvernement va mettre fin à la politique d'accaparement des terres, source de vives tensions et de graves conflits dans toute la vallée du fleuve Sénégal. Donc il reconnaît clairement que l'État vole les terres des paysans de la vallée. Mais c'est au profit de qui? Combien ont été définitivement volés et comment les récupérer? Qui a volé ces terres? Est-ce que c'est le président de la République et ses ministres? Dans ce cas, un gouvernement qui a volé vos terres depuis des années vous demande dans un tour de passe-passe de nouveau de lui faire confiance. La situation politique n'a pas changé. Les personnes qui sont derrière cette politique d'accaparement de terres parlent toujours enrôlées dans leur costume défraîchi et leur boubou gominé. Les mêmes vous ont volé, menti, utilisé, reviennent vous dire de leur faire confiance. Le président a dit, donc c'est bon. Cela ressemble à une femme victime de violence conjugale qui, à chaque fois que son mari la roue de coups, il sort acheter un bouquet de fleurs et il lui promet qu'il ne recommencera pas. Elle y croit, elle pardonne. Il recommence le lendemain. Cela s'appelle en psychologie le cycle des violences. Il y a toujours un mécanisme et je vous mettrai des articles qui parlent de cela dans la description pour ne pas faire trop long. Maintenant, ils le reconnaissent mais n'abandonnent pas leur politique agricole. En fait, ils détournent juste le problème par un autre mensonge. Fait inédit dans le discours du ministre Kane, la vidéo que j'ai vue, il ne parle plus de Banque mondiale mais d'investisseurs internationaux et nationaux. C'est plus neutre. Tout d'un coup, des gens qui décident d'investir en Mauritanie, donc cela devient un impératif pour les paysans qui ne connaissent aucun de ces investisseurs de céder leurs terres. L'autre vérité est qu'ils ont senti votre force. Vous avez été capable de faire un rapport de force et c'est la seule chose que ce système comprend. Leur pouvoir se nourrit de votre passivité et cette fois, ils ont reculé ou changé de méthode parce que vous avez résisté. Et c'est tout. Ils ne sont pas devenus plus bons tout d'un coup ou sont pénétrés par la miséricorde et décident de vous rendre vos biens. C'est simplement votre coordination, votre entente et la communication efficace que vous avez faite. En gros, vous avez résisté. C'est pour cela qu'ils ont sorti le joker M. Kane. Plusieurs personnalités ont salué la décision du gouvernement et l'annonce d'un changement de paradigme dans la politique agricole. Enfin, c'est ce qu'ils disent.
Mais qu'est-ce qui a changé au fond? Le plus énervant est le paternalisme avec lequel M. Khan parle à ses paysans. Il utilise des termes techniques que peut-être même ses propres collègues ne comprennent pas. Et il insulte la culture de ses paysans. Ces paysans connaissent la terre mieux que lui et ses bailleurs de fonds. Ils savent comment exploiter ces terres. Ils ont des connaissances agricoles qui se sont adaptées à la nature de ces terres. Ils ont leur mode de vie et mode de production. Maintenant que des gens qu'on ne connaît pas veulent investir sur nos terres, il faut qu'on s'adapte à leurs envies et leurs techniques et leurs attentes de rendement au mépris de l'écologie, du rythme de vie des paysans. Je me demande toujours qu'est-ce qui motive cette grande générosité soudaine des autorités mauritaniennes. On va voir que le manque de subtilité de ces gens sont des alliés non négligeables que nous devons exploiter. Au-delà des conflits récurrents, ce changement de cap est aussi justifié par le flop des investissements. Donc on sait qu'en effet, les partenaires au développement ont englouti plus de 500 milliards d'anciennes ouïas dans l'agriculture depuis 1974 et c'est M. Khan même qui le dit. Pour un résultat nul, 500 milliards ont été investis, 45 ans plus tard, rien. Le ministre en a parlé comme d'une petite anecdote, alors que c'est là le nœud du problème, la corruption endémique des membres du gouvernement et de l'administration mauritanienne, en fait le vol de l'État. Mais où est passé cet argent? Ils l'ont investi où? Qui est responsable? Le ministre vous dit clairement que l'administration mauritanienne est incompétente, mais que vous devez quand même leur faire confiance. Pourquoi vous devriez faire confiance quand eux-mêmes viennent vous dire qu'ils sont incompétents? Sur quelle base faut-il leur faire confiance? Qu'ils nettoient l'administration, qu'ils établissent les responsabilités des membres du gouvernement et qu'ils les virent des instances du pays. Mais rien, les mêmes personnes qui admettent leurs échecs vous demandent de leur faire confiance sur vos seuls moyens de subsistance, à savoir vos terres, pour qu'ils puissent dans 30 ans vous dire en fait le résultat est nul et le dire comme si c'était juste une petite anecdote comme ça. Qui doit nous rendre compte? Il ne faut pas oublier que cet argent investi sous forme de dette et que cette dette, c'est nous, Mauritaniens, tous sommes responsables de cette dette en tant que citoyens. L'argent doit être rendu de gré ou de force. Et c'est nous, Mauritaniens lambda, qui devons payer par notre travail, par le pillage de nos ressources naturelles, comme nos terres par exemple. Que l'État fasse un audit déjà sur ce qui a été investi, qui est responsable de ce fiasco, où est l'argent? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec autant d'argent? Je pense que nous savons tous où est passé l'argent, n'est-ce pas? On connaît notre pays. Pourquoi? Quelle est notre responsabilité dans la survie de ce système? C'est aussi une question que nous devons nous poser. Est-ce que notre passivité n'est pas un peu responsable de ce qui nous arrive? En tout cas, faites vos salawatulillahi dans vos cœurs. Mon avis est que la Mauritanie dispose d'une opportunité d'investissement et qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et qu'il faut en fait un terrain pour faire semblant que l'argent est investi pour assurer les bailleurs de fonds. Mais que cela va être comme les 500 milliards, Natido, Yaltido, Natepo Soudjumab. Il dit donc, M. Khan, le sinistre économique, que le gouvernement a dénoncé un contrat qui a été signé en 2015 par un gouvernement dans lequel il travaillait. Il est dans le système depuis 2009, et son président aussi, et d'ailleurs la plupart d'entre eux. Vous pensez qu'ils vont faire mieux? Ça veut dire que vraiment, vous êtes de gros naïfs. Monsieur Khan dit que le projet est en gestation. Donc, ils sont enceintes de nous et de notre avenir. Si on n'est pas dans la merde, quoi. Et à aucun moment, le ministre ne demande aux populations leurs attentes, ce qu'ils pensent du projet. Je pense qu'il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est arriver à faire accepter à la population ce pourquoi il est engagé. Céder leur terre. En vrai, il n'a apporté aucune garantie que ce contrat a été annulé, qu'il ne va pas juste être enrobé dans le nouveau projet dont ils sont enceintes. Il est possible que les populations n'ont aucune marge de manœuvre pour savoir de quoi ils retournent. Ce projet de 2015 était un projet légal, fait sous Aziz et Razouani l'a dissous. Et s'il y a un coup d'État ou un changement de gouvernement, il se passera quoi? Razouani pourrait partir dans 2 ans. Vous allez mettre vos vies sur des régimes aussi instables? Puis quelle garantie l'État apporte que vos terres vont rester vos terres? Que si les investisseurs ne respectent pas le contrat, que vous avez la possibilité de revenir en arrière? Puis il parle comme si ce pays n'avait pas de problème, que la terre n'est pas un enjeu de ce même problème. Comme si nous n'avons jamais eu de problème de terre. Il ne rassure pas, il n'évoque même pas ce problème. Il saute toute l'histoire violente qui
qui est lié à l'accaparement des terres pour dire c'est le président, nous voulons faire et nous devons faire. Et puis c'est tout. Il parle de l'OMVS comme si cette structure a été d'une quelconque aide un jour pour les populations de la vallée. Cela a été surtout un instrument de violence et de prédation pour les populations. Ce que Dieu donne naturellement et dont les agriculteurs se servaient est maintenant la propriété de l'État, un État prédateur. C'est eux-mêmes qui le disent. La Mauritanie a signé les accords agricoles qui ne sont pas bons pour lui avec un investisseur de triple AID qui a eu aucun problème à arnaquer les Mauritaniens. Mais monsieur le ministre nous dit qu'ils sont bien et qu'ils vont continuer à travailler avec. Donc, vous n'êtes pas à l'abri d'une autre arnaque. Si la Mauritanie a été sauvée de ce contrat crapuleux de leur avis même, c'est grâce à vous parce que vous avez dit non. Donc, ce même gouvernement revient vous dire qu'il faut lui faire confiance. Que le gouvernement a engagé la meilleure façon de faire. Le gouvernement connaît mieux que les agriculteurs ce qui est bon pour eux. Où était le gouvernement toutes ces années? Le gouvernement n'est pas celui qui a initié ni encouragé l'agriculture d'irrigation, mais les populations. Et le gouvernement et leurs spires ont surtout été des freins à cette agriculture. Aujourd'hui, il y a des gens que nous ne connaissons pas et qui lorgnent nos terres et qui veulent contrôler ce que nous mangeons. Et ces gens ne nous veulent pas du bien. Ces gens n'ont pas travaillé leur argent pour venir investir chez nous pour rien. En Occident, ils ont un excédent de production agricole. C'est pour cela que l'Union européenne a forcé des pays africains à signer les APE, les accords de partenariat économique, un truc qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire, mais qui permet aux agriculteurs occidentaux de déverser leurs marchandises en surplus en Afrique, ce qui est en train d'asphyxier les agriculteurs africains. Ces pays vont venir investir dans notre agriculture. C'est pour quel marché? Ou alors c'est des expérimentateurs comme le psychopathe Bill Gates qui, par des biais détournés, pénètrent le marché agricole africain pour faire une agriculture expérimentale. Une agriculture d'OGM, on ne sait même pas si c'est halal ou pas, que leur propre population rejette eux-mêmes. Il y a aussi le géant Monsanto qui sévit dans le tiers-monde, notamment en Amérique latine, qui interdit d'avoir ses propres semences et à chaque début de campagne, vous devez acheter chez eux des semences. En gros, vous finissez par ne dépendre que d'eux, vous devenez leur larbin. Il dit aussi qu'avoir la terre, être propriétaire de la terre ne suffit pas, il faut valoriser la terre. Maintenant qu'ils ont accepté des financements avant même de vous avoir consulté, je trouve que c'est le plus gros mépris pour nos cultures, nos traditions et notre histoire et nos connaissances. Les Africains ont toujours valorisé leur terre. Lui-même sûrement que son père est agriculteur. C'est le plus noble métier qui est pratiqué par tous, les rois comme les simples citoyens, par les femmes, les enfants et même les imams. Les Africains ont un système agricole adapté à leurs besoins et la qualité de leurs terres. Ils ont une agriculture saine, respectueuse de la nature et si l'État doit investir ou aider tous les paysans, c'est dans cette voie-là. Pas dans la manière agressive, intensive, exploiter des terres et tuer toute sa substance pour finalement, dans quelques années, dans quelques décennies, les terres meurent et ne peuvent plus produire qu'avec des engrais et des produits chimiques qui vont vous causer des maladies et vous décimer comme ils l'ont fait dans beaucoup d'autres pays d'Amérique latine. Juste une petite anecdote pour les Indiens d'Amérique latine comme aux États-Unis et au Canada. Il y a une épidémie de suicide chez ces peuples qui ont été dépossédés de tout, de leur façon de penser, de leur façon de vivre et de produire. Juste ça. Et il n'a rien dit sur le rendement à faire sur les cultures à produire, qu'est-ce qui sert à cultiver, du riz, du mil ou combien de tonnes. L'autre question, si les paysans louent leurs terres, ils vont dépendre d'autres pour se nourrir, d'autres qui vont fixer les prix, décider de créer une pénurie ou de faire des spéculations sur des denrées alimentaires. Puis qui va travailler sur ces terres? Ils vont importer peut-être des ouvriers, je ne sais pas. Nous savons tous que les Arabes ne travaillent pas à la terre. Et qui va travailler? Je pense que ce sera vos enfants. Comme je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, ils deviendront des esclaves qui vont travailler dans leur propre terre pour nourrir des gens qui ont loué leur terre. C'est le truc le plus débile qui soit, le plus bête. Tu as la terre, tu as le savoir-faire, tu loues ta terre et ta force de travail et ton savoir pour quelqu'un d'autre. C'est de l'esclavage volontaire. Au lieu de faire de vous des producteurs, des spéculateurs et des gagnants. C'est tous les pays font ça. C'est exactement le même mécanisme qui se passe avec nos matières premières. Nous donnons nos terres et ils vont produire ce qu'ils veulent et nous allons y travailler comme des esclaves et déciderons combien nous allons payer un kilo de riz que nous avons produit dans nos propres terres. Nous avons le faire.
Nous dépendons de l'étranger pour pouvoir avoir juste une clé pour nos portes. Voilà un secteur que monsieur le ministre pourrait aborder et qui pourrait vraiment avoir un sens, transformer notre fer sur place. Mais ils n'osent jamais envisager parce qu'ils savent que c'est pas ce que les bailleurs de fonds attendent d'eux. Même si c'est un gros avantage pour la Mauritanie. Transformer nos matières premières sur place. Mais non, c'est tellement plus marrant de tendre une autre corde pour nous faire pondre. Ou la recolonisation volontaire. Ils vont louer vos terres. Pour combien d'argent et combien d'années? Et si vous avez envie de reprendre vos terres, vous allez faire comment? La production, ce sera pour qui? Pour la Mauritanie ou pour les pays arabes? Et qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps? Vous allez devenir des rentiers oisifs? Il parle aussi d'expertise. Il dit qu'il ne faut pas que les paysans pensent qu'ils sont savants, parce que ce n'est pas vrai, parce qu'ils sont ignorants. Ce serait de l'ignorance. Quand je vous dis qu'il a très peu de respect pour ce que nous sommes. En fait, quand il parle d'expertise, il parle plus de rendement et comment produire plus, comment avoir plus d'argent, c'est tout. Il parle de gens de l'extérieur qui sont plus intelligents que nous et savent ce qui est mieux pour nous. Des gens de l'extérieur qui ne vivent pas chez nous, ni nos réalités, mais ils savent ce qui est mieux et bien pour nous. Ils ont une plus grande vision, une plus large vision que nous. C'est ce qu'il a dit. En fait, la Mauritanie n'a pas produit d'ingénieurs agronomes, ni de businessmen, ni même de visionnaires. Notre gouvernement lui-même admet qu'ils sont incompétents pour amener notre pays au développement. Genre l'esprit d'automépris, quoi. Bref, notre ministre de l'économie dit clairement que nous avons besoin de l'extérieur pour nous en sortir, même sur la stratégie de service. On se demande ce qu'on a fait toutes ces années. Pourtant, nous avons beaucoup des nôtres qui brillent, hommes comme femmes, à l'étranger et dans des grandes instances vers qui nous nous tournons pour nous en sortir. On se demande comment on fait. Le problème, monsieur Kane, n'est pas qu'on ne sait pas, mais qu'on ne met pas les bonnes personnes aux bonnes places. C'est qu'on nous ramène toujours au problème numéro 1 de la Mauritanie que le ministre occulte volontairement, à savoir le racisme systémique de ce pays. Un racisme que lui-même subit tous les jours, c'est qu'en conclusion, le gouvernement ne cherche pas à changer les choses, mais à trouver une solution qui ne souffre d'aucune contestation. Pour cela, il faut amener les populations à consentir volontairement à céder leurs terres. Et là, on peut reconnaître une expertise extérieure, amener les populations à faire des choses qui sont très mauvaises pour eux et qu'ils vont même défendre. C'est pas du funtilami, c'est de la manipulation de masse, c'est de la servitude volontaire. Notre système n'est pas aussi subtil encore. Il dit en même temps qu'il rendra compte au président de ce qui s'est dit, mais aussi qu'aucune décision n'a été prise, mais qu'on ne peut pas continuer à dépendre de l'étranger pour nourrir. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec lui. Mais cela veut dire aussi que de toute façon, le projet aura lieu avec ou sans votre accord. D'ailleurs, le président a déjà commencé sa tournée. On a même vu des sous-marins de la Noirerie collaboratrice émerger des réseaux sociaux pour applaudir le président de la République. Donc, on sait que la campagne d'accaparement est en cours. La visite du président et la visite du ministre est juste destinée à rassurer les bailleurs de fonds. Pas de prendre votre avis. Bonjour, je m'appelle Bardis Mohamed. Je travaille dans l'agriculture depuis 2012. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Donc, nous sommes très contents pour le lancement aujourd'hui. Avant, c'est un peu compliqué, mais maintenant, alhamdoulilah, avec tous les le président fait pour nous, je crois il va être bien, alhamdoulilah. Le ministre n'a à aucun moment parlé de produire des documents aux paysans, de signer des contrats avec l'État et les investisseurs. Il dit juste que les terres vont être subdivisées en blocs, que chaque propriétaire sera mis au courant. C'est pas un partenariat. Ils ont réfléchi dans leur coin comment faire la chose et l'imposent à la population. C'est pas du partenariat. Un partenariat doit impliquer leurs souhaits, les intérêts, la réflexion et le projet des paysans. Il dit que les investisseurs privés, nationaux et internationaux peuvent mobiliser des capitaux que l'État ne peut pas. Donc, il admet que l'État n'a pas autant de pouvoir dans cet investissement qu'il le dit. Il y a juste un petit lobby qui veut investir sur vos terres et qui fait pression sur l'État et il doit vous amener à coopérer avec ça. Monsieur Kane m'a achevé en terminant son discours avec « Il faut finir avec ces divisions stériles ». Donc, tout ce que nous vivons comme crime, exclusion, racisme, vexation, tout ce que nous avons subi dans ce pays pour Monsieur Kane se résume à des divisions stériles. Voilà, au fond, ce qu'ils résument, c'est le mépris qu'ils ont pour nous.
C'est comme s'il résumait la situation que nous vivons depuis des années comme une querelle de cours de récréation. Il y a eu des gens qui ont été tués, des femmes qui ont été violées, des hommes qui ont été pendus, des terres et du bétail qui ont été volés. Pour lui, tout va bien dans ce pays, nous faisons juste des caprices. Il réduit toutes nos souffrances à des querelles stériles. Nous faisons juste des caprices. Je trouve cela hyper méprisant, humiliant et irrespectueux. Cela veut dire qu'il n'est pas forcément touché par cela et que quelqu'un qui n'est pas touché par ce que vous vivez ne peut pas vous représenter et ne peut pas représenter vos intérêts. Aucun d'eux ne peut nous représenter parce qu'ils sont payés par nos oppresseurs et doivent leur poste parce qu'ils acceptent ce modèle à la base. Voilà le résumé du discours de M. Khan, la vidéo que j'ai eue en tout cas en ma possession. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et n'oubliez pas, toute personne qui télécharge notre vidéo pour la mettre ailleurs, Minja like, Minja Faki, Adonai et Laka. Voilà, à bientôt.